Voilà, bonsoir Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être fidèle à BFM TV. Jacques Séguéla, publicitaire, vice-président d'Avas. Alors bonne année, hein. Bonne année à vous deux. Bonne santé, bonne publicité. À certains, j'ai dit bonne fiscalité, mais il n'y en a pas autour de cette table, même pas moi. Bon, en tout cas, c'est pas facile de l'avoir en rose. Cette année 2013, on essaye. Mais moi, je veux juste avoir de votre part quelques bonnes raisons de croire que le pire n'est pas sûr. Moi, je crois que... Bon, la France, c'est chronique, c'est comme ça. Quelle est la différence entre les optimistes et les pessimistes? Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Moi, je reste dans l'avion. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de Français ont envie... pas de parachute fiscal, pas de parachute russe, pas de parachute belge, etc. Non, on en est au boulet fiscal. C'est plus le parachute. On descend encore plus vite. Je pense simplement que il faut y croire. Hein. Prévert disait, il y a ceux qui croient quoi, ceux qui croient. Bon, il n'y a que des croient. Il faut avoir foi en soi, il faut avoir foi en l'autre, il faut avoir foi en son pays, il faut avoir foi dans le monde. Et il y a toutes les raisons d'avoir foi, parce que la France est une chance. Nous sommes le premier pays du monde pour le luxe. 40% du luxe qui se porte dans le monde est français. Nous sommes les premiers du monde pour l'énergie. Nous sommes les premiers du monde pour le BTP. Nous sommes les premiers du monde pour la gastronomie. Nous sommes les premiers du monde pour la beauté. Nous sommes les premiers... Je savais qu'il aurait des arguments. Bon. Alors, pourquoi on déprime à ce point? Parce qu'on a une crise de foi. Il faut y croire. Alors, écoutez François Hollande pendant ses vœux, justement, cette première phrase un peu plombante. En mai dernier, vous m'avez confié la tâche de conduire notre pays dans un moment particulièrement grave, avec une crise historique, un chômage qui progresse implacablement depuis près de 2 ans et une dette record. Je n'ignore rien de vos inquiétudes. Elles sont légitimes. Et je n'entends pas vous dissimuler les difficultés qui nous attendent. Elles sont sérieuses. Mais ce soir, je veux vous dire ma confiance dans notre avenir. Bon, la confiance, la foi, voilà, pas facile. La confiance revient en fin de parcours, mais après quelques coups sur la casquette qui sont quand même assez rudes. Non, moi je suis pas d'accord avec Jacques. Il a le parachute. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime bien la lucidité. Moi, la seule chose qui me désangoisse dans l'existence, c'est de regarder la réalité en face. Je pense que ça va être l'annus horribilis, c'est que l'année 2013 sera effroyable, notamment pour les petites entreprises, pour les PME, et donc il y aura un accroissement du chômage. Là où je pense qu'il y a un motif d'être optimiste, mais c'est un vrai paradoxe, c'est que je pense que ceux qui ont voté à gauche, le peuple de gauche, comme on dit parfois, est aujourd'hui en pleine désillusion, et que cette désillusion, paradoxalement, est quelque chose de très positif. Au fond, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que les problèmes sont ni de droite ni de gauche, ils sont en vérité les mêmes pour la droite et pour la gauche. La réduction des déficits, c'est extrêmement difficile à faire. C'est plus facile à faire par l'impôt que par la réduction des dépenses de l'État, mais de toute façon, c'est très difficile à faire. La compétitivité, c'est très difficile. Les résultats, les retombées du rapport Gallois, je pense que ça allait tout à fait dans le bon sens, mais c'est évidemment très difficile à faire pour la gauche. Pourquoi? Parce que ça suscite une véritable levée de bouclier à l'extrême gauche. Au fond, la vraie opposition aujourd'hui, c'est pas l'UMP qui est dans les choux encore aujourd'hui, c'est l'extrême gauche et les écologistes. Et je pense que cette désillusion-là est très positive. Je pense que c'était paradoxalement une bonne chose que la gauche arrive au pouvoir, parce qu'il fallait que les gens se rendent compte que les problèmes n'étaient pas... Ils venaient pas du fait que la droite était méchante et qu'elle était favorable au grand capital et qu'elle détestait les petits, donc voilà, les pauvres. Il est arrivé quand même à avoir un avantage. Mais évidemment, mais c'est très positif. Un motif d'espoir et un motif de satisfaction. C'est seulement quand on regarde le réel qu'on peut le maîtriser et qu'on peut améliorer les choses. Je crois que c'est quand on arrive dans des moments de doute que la création change les choses, change le monde. Et on est dans un moment de doute. On y est. Donc, voilà. je pense que justement, je pense crise est une chance. Mais voilà. l'homme a plus inventé ces 30 dernières années que depuis 3 millions d'années. Et la France a eu sa part. On a inventé la photo et le cinéma. On a inventé la machine à vapeur, l'auto, l'avion. On a inventé le Crazy Horse et la carte à puce. Qu'est-ce qu'on va inventer? Il faut qu'on invente maintenant. Il faut qu'on continue. Là, on est un peu en panne. Il faut qu'on y croie et il faut qu'on invente. Mais il faut aussi qu'on arrête cette psalmodie du douleur. Parce que le français, intuitu personné, croit en ses chances en 2007.
en 2013. C'est ça qui est très extraordinaire. Ça, c'est un joli lapsus, ça. Oui, c'est un joli lapsus. C'est un joli lapsus. Jacques Séguéla. 2007. Nicolas Carla revenez. L'année de la victoire de Nicolas Sarkozy. Bon, c'est comme ça. À mon âge, et tout ça se mélange. Non, c'est très joli, c'est très joli. Et je crois que son concurrent Nietzsche disait: il faut avoir une petite musique en soi pour faire chanter le monde. La France peut faire chanter le monde. Il faut retrouver cette petite musique en soi. Alors, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Heureusement, il y a le mariage gay. Il y a le mariage homosexuel, il y a les manifs quand même toutes les semaines. Mais le mariage, il est gay, GAIE. On s'est simplement trompé d'orthographe. Il est gay de toute façon, mais bon, c'est vrai qu'il y a une polémique là quand même, alors que c'était censé être un projet qui allait réunifier un peu la société, ou en tout cas susciter peut-être un peu de consensus. Ça divise, et ça divise par exemple autour de l'école, monsieur l'ancien ministre de l'Éducation. Il y a deux questions. Est-ce qu'on est pour ou contre le mariage gay? Je laisse ça de côté. Moi, je suis plutôt pour, oui, et même assez résolument pour, mais je laisse ça de côté. Même si j'étais à fond contre le mariage gay, je serais totalement opposé à ce qu'on organise des débats sur ce sujet dans l'école, qu'elle soit publique ou privée. D'ailleurs, j'ai observé que le directeur de l'enseignement catholique avait fait marche arrière sur ce sujet. Il a très bien fait. Il a dit qu'il organiserait des débats, mais pas dans le cadre scolaire. Pourquoi? Je donne l'argument parce que j'entendais tout à l'heure un évêque sur votre antenne, et je pense qu'il est dans le rêve. Il se rend pas compte de la réalité, pardon de le lui dire un peu brutalement, mais si on organise dans l'école privée des débats qui seront forcément, soyons honnêtes, contre le mariage gay, ne croyez pas que l'école publique et laïque va rester les deux pieds dans le même sabot. On va avoir dans les écoles publiques et laïques des contre-manifestations dans les classes, et des gens qui sont partisans du mariage gay violemment critiqueront l'Église, et donc on va organiser un débat qui n'a absolument pas lieu d'être au sein de l'école. Alors est-ce que Vincent Peillon a bien fait de faire ce rappel un peu à l'ordre, ou alors est-ce qu'il a rallumé la guerre scolaire parce que il a fait exactement ce que n'importe quel ministre de l'Éducation responsable de droite comme de gauche aurait fait à sa place. J'ajoute simplement ceci, c'est qu'il serait bien avisé, si je puis me permettre de lui donner un conseil, c'est de dire aussi à ses collègues ministres de ne pas aller mettre de l'huile sur le feu, de ne pas aller dans les établissements scolaires pour discuter de questions qui sont quand même très avoisinantes. Je ne vise personne, mais enfin, chacun pourra s'y reconnaître. Mais encore une fois, si on organise des débats au sein de l'école privée, il y aura des débats, contre-débats dans l'école publique, et on va organiser la guerre. J'ajoute une chose, et je m'arrête là. Puisque c'est moi qui ai défendu cette loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, nous étions tous d'accord, droite et gauche confondus à l'époque, et d'ailleurs dans l'héritage de Jean Zay, un grand ministre de l'Éducation, pour dire qu'il ne fallait pas organiser dans le cadre scolaire des débats polémico-politiques sur les religions en particulier. Que les parents en parlent avec leurs enfants, c'est très bien, mais ne confondons pas l'éducation et l'enseignement. C'est la responsabilité des parents d'en parler avec leurs enfants, et c'est très bien, des adultes d'en parler, qui manifestent pour ou contre, très bien, mais c'est pas la responsabilité des professeurs. J'ajoute une dernière chose, si jamais, dans l'école où sont mes filles, qui sont encore au collège, on organisait des débats de ce type, elles n'iraient pas ce jour-là à l'école. Voilà qui est clair. Je suis entièrement d'accord avec lui. J'ai presque envie de l'appeler Jules. Tellement je suis d'accord avec lui. Emballé. Moi, au niveau de la communication, il y a deux choses qui me gênent. Je reste sur mon secteur. Le premier, c'est que c'est un paravent médiatique. Et ça, je trouve ça lamentable. Il y a une guerre. C'est la guerre du chômage. On ne met pas en parallèle une guerre idéologique ou une guerre catholique. On ne fait pas évoluer la société. Si on doit se battre contre le chômage. Une chose après l'autre. C'est pas le moment. Voilà. Moi, je suis tout à fait pour la règle, absolument. La seule chose qui me gêne, c'est la médicalisation de la chose, mais juste pour tout le reste, à 100% la procréation médicalement Deuxièmement, j'entends les mauvaises langues. Moi, je ne suis pas mauvaise langue, mais j'entends les mauvaises langues dire que finalement, cette sortie du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, elle a des arrière-pensées de premier ministrable, parce que si il a fait monter la sauce comme il le fait, parce qu'il a mis à peu près 200 ou 300 000 personnes de plus dans la rue, bon, bien, pub parfaitement réussi, mais pour les autres, et aussi pour lui, parce que finalement, plus il va déstabiliser le Premier ministre, plus il pourra apparaître comme ça remplaçant. Moi, je n'y crois pas du tout. Je dis ce que les mauvaises langues me racontent. C'est tordu, loin de moi de vouloir prendre ça et de dire ça, mais je trouve que ça met du piment dans cette affaire qui, hélas, est une affaire triste, parce que on n'a pas le droit de toucher
surtout aux enfants. On commence à transformer les écoles en forums. Si dès la naissance on les politise, je pense qu'on remplit notre mais les professeurs ne le souhaitent pas, rôle de maître, notre rôle de parent. Mais bien sûr, les professeurs ne le souhaitent pas. Et puis par ailleurs, sur le fond lui-même, sur le mariage gay, la question, il faut que les gens comprennent ça. C'est pas de savoir si à titre personnel on est pour ou contre, pour des raisons religieuses ou philosophiques. C'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est quelles sont les raisons que j'aurais, si j'étais législateur, d'interdire aux autres de le faire. Le propre des sociétés démocratiques postmodernes, comme on les appelle, c'est que des modes de vie très différents et même divergents coexistent sans s'annuler les uns les autres. Moi, tant qu'on ne m'obligera pas à épouser un garçon, ça ne me gêne pas que les autres le fassent. Et le mariage traditionnel à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée, il restera en place. On ne va pas détruire le mariage traditionnel parce qu'on aura un mariage un peu différent à côté ou même très différent à côté. Voilà le plaidoyer de Luc Ferry. Moi, je trouve que la catophobie est en train de tourner à la cacophonie. Et une fois de plus, le gouvernement s'y prend comme un manche. Parole d'expert. Moi, je ne suis pas cathophobe. Moi, j'aime bien la religion chrétienne. Je ne suis pas croyant, mais je l'aime beaucoup. Mais là, je pense qu'il se fourvoie. Pourquoi l'exacerber voilà. Et qu'il fasse, comme a fait d'ailleurs le rabbin Bernheim. Moi, j'ai discuté son texte. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je l'ai discuté avec beaucoup de respect, je crois, et beaucoup de tact. Voilà, qu'on produise des arguments, mais pas dans les classes de 6e. Enfin, soyons sérieux. On passe au dernier thème. Écoutez, c'est Gérard Depardieu. C'était il y a une petite heure à Zurich. J'ai un passeport russe, mais je suis français. Et j'aurais certainement une double nationalité belge. Vous savez, si j'avais voulu échapper au fisc, comme on dit dans la presse française, je l'aurais fait depuis longtemps. Je trouve qu'on est dans une série télé. Moi, je me régale. En plus, on a un acteur magnifique. Oui, c'est ça. La série est gratuite. On n'a pas besoin d'aller acheter à la FNAC le DVD. Oh là là, en direct. Et puis, il joue son rôle, et il joue un rôle, il continue. Et finalement, il est comme au cinéma. Il est dantesque, parfois jusqu'au grotesque, seigneurial, talentueux, il a finalement... il abuse un peu quand même quand il fricote avec Vladimir Poutine, franchement. Mais bien sûr, ça fait partie du jeu, ça fait partie dans toutes les séries. À un moment donné, il y a un moment, mais c'est pas possible, ils sont trompés de texte. Voilà, ça fait partie de l'ensemble. Mais le drame de tout ça, c'est que ça dit quoi à nos gosses? Qu'il faut se tirer. Que c'est pas dans ce pays qu'on va devenir un grand artiste, que c'est pas dans ce pays qu'on va devenir un grand patron, que c'est pas dans ce pays qu'on va réussir. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'envie, c'est un problème d'amour de notre pays. Et ça, j'en veux vraiment profondément à François Hollande de faire ça. Sur tout le reste, je lui pardonne tout, mais pas ça. Il peut pas faire que mes gosses demain quitteront ce pays. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jacques, sur le dernier point. Je crois que c'est exactement le sujet. J'en rajouterai juste un deuxième. C'est que ça montre aussi, et je crois que c'est ça aussi qui suscite l'irritation des Français, qu'il y a deux mondes. Il y en a d'ailleurs plusieurs que deux, il y en a plus que deux. Mais il y a les gens qui vivent dans la mondialisation, c'est-à-dire qui peuvent se délocaliser, si je puis dire, volontairement. Ce n'est pas le cas de l'ouvrier de base, qui, quand il est délocalisé, c'est pas volontaire. Qui peuvent se délocaliser volontairement, qui peuvent aussi bien habiter en Russie, en Suisse ou en Belgique ou ailleurs. Et puis, il y a ceux qui sont comme des arapèdes, c'est le cas de l'immense majorité des Français, qui ne sont pas dans la mondialisation et qui voient cette mondialisation comme une catastrophe, comme la flexibilité, comme la précarité. Et donc là, on voit qu'il y a deux mondes différents et je pense que le rôle du président de la République, c'est de réunir ces deux mondes, c'est pas de les séparer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.